Dans le silence d'une banlieue cossue d'Atlanta, une carcasse de pierre se meurt lentement. C'est tout ce qu'il reste du manoir de Briarcliff. Ici, les échos d'un empire ne sont plus que des murmures de fantômes, portés par le vent qui siffle à travers les vitres brisées. Ce qui fut un monument à la puissance d'un homme est aujourd'hui un tombeau gothique, où la ruine a remplacé l'or. C'est l'histoire d'une fortune si colossale qu'elle a dévoré ses propres héritiers. C'est l'histoire d'une malédiction américaine, une saga de sang et de sucre bâtie sur une ambition aussi brutale que l'époque qui l'a vu naître. Au cœur de cette catastrophe se trouve un homme, Asa Griggs Candler. Né en 1851 dans les cendres d'une Géorgie vaincue par la guerre de sécession, son traumatisme n'était pas la pauvreté, mais le chaos. Il était obsédé par un besoin viscéral de reconstruire, de dominer, d'imposer un ordre divin à un monde profane. Méthodiste dévot et capitaliste impitoyable, Candler vivait dans une contradiction permanente. Il cherchait le salut de son âme tout en bâtissant un empire terrestre avec une férocité qui ne tolérait aucun obstacle, humain ou moral. L'instrument de cet empire fut trouvé dans une simple formule de pharmacie. En 1888, pour la somme dérisoire de 2300 $, Asa Candler achète le secret de Coca-Cola. Il ne venait pas d'acheter une boisson, il venait d'acquérir l'âme d'une nation, une promesse de plaisir et d'énergie qu'il allait embouteiller et vendre au monde entier. Ce modeste investissement allait devenir l'un des retours sur investissement les plus cataclysmiques de l'histoire, le germe d'une fortune qui allait redéfinir la richesse américaine et empoisonner sa propre lignée. Avec la fortune vint l'hubris, l'arrogance d'un homme qui croyait pouvoir tout contrôler, y compris sa propre postérité. Il ne voyait pas ses enfants comme des individus, mais comme les piliers de sa dynastie. Pour abriter cette dynastie, il érigea un temple. Entre 1920 et 1922, il dépensa la somme astronomique de 500 000 $ pour la construction du manoir de Briarcliff. Aujourd'hui, cela représenterait près de 9 millions de $. Un palais de style Renaissance Tudor sur 17 hectares, avec ses marbres de Géorgie, ses vitres Tiffany et ses boiseries en chêne anglaise. Chaque brique était une déclaration de pouvoir, chaque pièce un testament à sa volonté de faire. Le coût d'un seul lustre en cristal dans la salle de bal de Briarcliff dépassait le revenu annuel de toute une famille de métayers du coton qui peinaient pour moins de 300 $ par an dans les champs de cette même Géorgie. Tandis que les Candler remplissaient leur piscine avec une eau qui aurait pu abreuver un village entier, la majorité de la population d'Atlanta suffoquait sous les lois ségrégationnistes de Jim Crow. Le luxe obscène du manoir était construit sur les fondations invisibles de la misère. L'or des Candler avait la couleur du labeur et le goût de l'injustice. Mais le véritable acte qui scella le destin de sa lignée fut un geste qu'il croyait être de la prévoyance. En 1919, Asa Candler vendit The Coca-Cola Company pour 25 millions de $. Une somme qui, aujourd'hui, dépasserait les 440 millions de $. En distribuant cette fortune à ses enfants de son vivant, il pensait garantir leur avenir. En réalité, il leur tendait un poison. Il leur donnait le pouvoir sans le but, l'argent sans la responsabilité. Il venait d'armer ses héritiers pour leur propre destruction et de transformer son palais de rêve en la future scène de leur ruine. Il y a une loi non écrite dans l'architecture du pouvoir. Toute fortune bâtie pour être un monument à l'ego devient inévitablement le tombeau de ses héritiers. L'argent, lorsqu'il est assez abondant, ne se contente pas d'acheter le luxe. Il achète le silence, il achète l'obéissance, et parfois, il achète la ruine. C'est une force de la nature, aussi aveugle et brutale qu'un ouragan, qui balaie les fondations même des dynasties qu'elle était censée rendre éternelles. Imaginez, le son du cristal qui s'entrechoque, le parfum des fleurs exotiques se mêlant à la fumée des cigares cubains. Dans la grande salle de bal de Briarcliff, sous des lustres dont la valeur dépassait le labeur de toute une vie, l'élite d'Atlanta dansait sur des sols de marbre poli. L'or se reflétait partout, sur les cadres, les robinets, les broderies des robes. C'était plus qu'une maison. C'était la forteresse d'un empire, un temple érigé à la gloire d'une seule idée, embouteillé et vendu au monde entier. Coca-Cola. Aujourd'hui, le silence est assourdissant. Le vent siffle à travers les vitres Tiffany brisées, portant avec lui l'odeur de la moisissure et de l'abandon. La nature a repris ses droits. Le lierre étouffe la pierre comme un linceul. Les échos des rires ont été remplacés par le craquement sinistre du bois qui pourrit. Le marbre, autrefois chaud sous les pieds des danseurs, est désormais glacial, comme une pierre tombale. Ce n'est plus un palais, c'est la scène d'une catastrophe, un mémorial à la démesure et à la folie. L'origine de cette chute est un chiffre si colossal qu'il en devient abstrait. 25 millions de $. En 1919, c'est la somme pour laquelle Asa Candler a vendu son empire. Aujourd'hui, cela représenterait plus de 440 millions de $. Une fortune capable de bâtir une nation, mais qui a suffi à détruire une seule famille. Car cet argent n'était pas un cadeau, c'était une malédiction, une promesse de sang versé pour chaque once d'or, une équation parfaite entre la richesse et la décadence. Avant de devenir le théâtre de cette tragédie familiale, puis un asile psychiatrique, ce manoir a abrité l'un des laboratoires les plus sinistres de la culture populaire moderne. Pensez-vous savoir de quelle série culte il s'agit ?
Mettez votre réponse dans les commentaires. La vérité est souvent plus étrange que la fiction. Pour comprendre la ruine, il faut d'abord comprendre la rage qui l'a précédée. La rage d'Asa Griggs Candler n'était pas née de la faim, mais de l'humiliation. Né en 1851, il a ouvert les yeux sur un monde en cendres. La Géorgie de son enfance n'était pas une terre de promesses, mais un cimetière de fierté confédérée, un paysage de silence et de défaite, où l'ordre ancien avait été brutalement anéanti. Le chaos était l'air qu'il respirait, un poison qui s'infiltrait dans chaque foyer, chaque conversation, chaque prière. Ce n'est pas la pauvreté qui a forgé cet homme, c'est la vision d'un monde sans contrôle, un monde où les structures pouvaient s'effondrer du jour au lendemain. Cette peur viscérale du désordre devint une obsession. Il voyait dans la foi méthodiste non pas une source de réconfort, mais un manuel d'instruction pour la reconstruction du monde, un plan divin pour imposer une discipline de fer à une humanité déchue. Chaque sermon sur la damnation renforçait sa conviction. Pour survivre, il fallait dominer. Pour être sauvé, il fallait d'abord bâtir un rempart d'or contre le chaos. Son traumatisme était celui d'une nation vaincue, et son ambition était une forme de vengeance. Une vengeance froide, calculée, non pas contre le Nord, mais contre le destin lui-même. Il ne voulait pas simplement être riche, il voulait être la fondation, le pilier inébranlable sur lequel un nouvel ordre pourrait être érigé. Un ordre où le nom Candler serait synonyme de pouvoir, de permanence, d'éternité. Chaque dollar qu'il accumulerait serait une brique dans la forteresse de sa certitude, un bouclier contre le spectre de l'impuissance qui hantait ses nuits. Le tournant de sa vie n'a pas été une révélation divine, mais une transaction terrestre, presque banale. En 1888, dans l'arrière-boutique d'une pharmacie d'Atlanta, il a goûté à une formule, un sirop sombre et effervescent. Mais ce qu'il aperçut n'était pas une simple boisson, c'était l'instrument de sa volonté, une promesse liquide capable de conquérir les masses. Pour 2300 $, l'équivalent d'environ 70 000 $ aujourd'hui, il a acheté plus qu'une recette, il a acheté une arme. À cet instant précis, Asa Candler a décidé que le monde ne connaîtrait plus jamais le chaos, car il allait lui vendre un ordre nouveau, une gorgée à la fois. L'escalade fut brutale, méthodique, implacable. Coca-Cola n'était pas une entreprise, c'était une croisade. Candler a inondé le pays de publicité, gravant son logo dans la psyché américaine. Il n'a pas vendu un produit, il a vendu une idée, un remède à la fatigue et à la monotonie de la vie moderne. Les profits ont explosé, passant de quelques milliers de dollars à des millions. Chaque baril de sirop qui quittait ses entrepôts était une affirmation de son pouvoir grandissant. Chaque nouvelle usine, une province conquise dans son empire naissant. Il a imposé un contrôle qualité obsessionnel, non pas souci du consommateur, mais parce que chaque bouteille portait son nom, son empreinte. La perfection était non négociable, car la perfection était la manifestation de l'ordre. Il a transformé une curiosité locale en un phénomène national, puis mondial, avec la précision d'un général menant une campagne militaire. Le sang de cet empire n'était pas rouge, mais noir et sucré, et il coulait à flot, irriguant les fondations d'une fortune qui allait bientôt devenir une force de la nature. Les chiffres attestent de cette conquête catastrophique. En moins de 3 décennies, un investissement de 2300 $ s'est métamorphosé en une entreprise évaluée à 25 millions de dollars, une multiplication par plus de 10 000. C'était une richesse qui dépassait l'entendement, une richesse qui pouvait construire des villes et financer des universités. C'est précisément ce qu'il fit, érigeant des monuments à sa piété tout en écrasant ses concurrents avec une férocité qui contredisait chaque verset de la Bible qu'il prétendait chérir. La corruption morale de Candler ne fut pas un acte unique et spectaculaire, mais une lente érosion de l'âme. Elle a commencé le jour où il a compris que la philanthropie était l'outil de marketing le plus efficace qui soit. Chaque million donné à l'église méthodiste ou à l'université Emory n'était pas un don à Dieu, mais un investissement dans son propre héritage, une façon de blanchir l'or acquis par une ambition impitoyable. Il achetait l'absolution, transformant des grâces divines en une simple transaction commerciale. Le véritable crime, celui qui allait sceller le destin de sa lignée, fut commis dans le silence de son propre foyer. Il a commencé à gouverner sa famille comme il gouvernait son entreprise, avec une main de fer, où l'affection était conditionnelle à la performance et la loyauté était une clause du contrat. Ces enfants ne furent plus des êtres de chair et de sang, mais des actifs, des vice-présidents de sa dynastie. Il leur a donné la richesse, mais leur a volé leur but. C'est là que la première fissure est apparue dans les fondations de l'Empire. Le poison n'était pas dans la formule de Coca-Cola. Il était dans le cœur de l'homme qui l'avait déchaîné sur le monde. Pour un homme obsédé par l'ordre, bâtir un monument est l'acte ultime de défi contre le chaos de la mort. Entre 1920 et 1922, Asa Candler a déversé une fortune dans la terre de Géorgie pour y matérialiser son ego. 500 000 $ de l'époque. Une somme si obscène qu'elle équivaudrait aujourd'hui à près de 9 millions de dollars. Ce n'était pas une maison, c'était une déclaration de guerre contre l'oubli, une forteresse érigée avec l'or liquide de son empire. Chaque matériau était un symbole de sa domination. Le marbre, extrait des carrières mêmes de la Géorgie, était un rappel que cette terre lui appartenait. Les boiseries en chêne, arrachées aux forêts d'une vieille Europe aristocratique, affirmaient que sa dynastie du Nouveau Monde surpassait l'ancienne. Les vitraux, signés de la main de Tiffany, ne filtraient pas la lumière divine, il la capturait, la pliait à sa volonté, la teintait aux couleurs de sa propre grandeur. La construction de Briarcliff fut un spectacle de puissance brutale. Des centaines d'hommes peinaient sous le soleil accablant. Leurs salaires annuels réunis ne suffisaient pas à payer la grande porte d'entrée en bronze massif. Ils assemblaient la cathédrale d'un Dieu qui n'était pas dans le ciel, mais qui marchait parmi eux, inspectant chaque brique, chaque joint de mortier.
Asa Candler ne construisait pas un foyer, il forgeait une couronne de pierre et de silence. Poussez les portes de ce mausolée. Le hall d'entrée vous accueille avec le froid glacial du marbre poli. Vos pas résonnent dans un silence qui semble avoir avalé tous les sons du monde extérieur. C'est un silence lourd, un silence d'or et de solitude. La température ici est toujours plus basse, comme si la pierre elle-même se souvenait d'un hiver éternel. À droite, la salle de bal, un espace caverneux conçu pour le triomphe, où 1000 bougies se reflétaient dans un parquet si lustré qu'il ressemblait à une nappe d'eau noire. Les lustres en cristal, suspendus comme des constellations gelées, coûtaient chacun plus que ce qu'un métayer du coton pouvait espérer gagner en une vie entière de labeur. C'est ici que l'élite d'Atlanta venait s'incliner, non pas devant leur hôte, mais devant la puissance écrasante de son argent. Plus loin, la bibliothèque. Les murs, du sol au plafond, étaient recouverts de chêne anglais, sombres et impénétrables. Les livres reliés en cuir n'étaient pas là pour être lus, mais pour être possédés. Ils étaient des artefacts, des preuves silencieuses d'une culture achetée, pas acquise. L'air y était épais, chargé de l'odeur de bois anciens et de la vanité. Un sanctuaire où Candler pouvait contempler, non pas la sagesse du monde, mais le reflet de sa propre ambition. Enfin, les solariums et la serre. Une jungle artificielle, où des plantes exotiques, arrachées à leur continent lointain, venaient mourir dans une opulence stérile. C'était la nature elle-même, domptée, emprisonnée sous verre. Une métaphore parfaite de sa famille. Des créatures magnifiques, entretenues à temps frais, mais privées de leur environnement naturel, condamnées à se flétrir dans une cage dorée. La vie à Briarcliff était un rituel, pas une existence. Les dîners étaient des affaires d'État, où le silence était seulement rompu par le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine. Les fêtes étaient des démonstrations de force, des parades de richesse, où les invités étaient des vassaux venus rendre hommage. Une armée de domestiques se déplaçait dans les couloirs comme des fantômes, leur présence essentielle, mais leur humanité effacée, s'assurant que l'illusion de perfection ne soit jamais brisée. Pour les enfants Candler, le luxe était une forme d'isolement. Chaque désir était satisfait avant même d'être formulé, tuant dans l'œuf toute forme d'ambition ou de but. Ils erraient dans les pieds immenses, des héritiers sans héritage à construire, des princes d'un empire dont le seul but était de se maintenir. L'or qui recouvrait les murs de leur prison était le même qui rongeait leur âme de l'intérieur. Le patriarche leur a tout donné, sauf une raison de vivre. Les journées s'écoulaient dans une torpeur anesthésiante, un cycle de repas somptueux, de promenades dans les jardins manicurés et de conversations vides. Briarcliff n'était pas le décor de leur vie, c'était le personnage principal, et ils n'étaient que des figurants, attendant dans les coulisses la mort du roi pour que la véritable tragédie puisse enfin commencer. Car sous l'ordre rigide imposé par le père, une folie germait. À sa mort, son fils Asa Buddy Candler Jr. hérita de la forteresse, et il l'a transformée en cirque. Le sous-monde de Briarcliff n'était pas caché dans des tunnels secrets. Il était à ciel ouvert, une manifestation brutale de la décadence. Buddy avait construit un zoo privé sur le domaine. Le silence fut brisé. Les rugements des lions résonnaient désormais dans le quartier cossu, un son primal et terrifiant, déchirant le voile de la civilité. Des ours noirs arpentaient leur cage, des tigres tournaient en rond, leur folie en captivité faisant écho à celle de leur maître. Le chaos que le père avait passé sa vie à contenir déferlait maintenant sur sa propre création, une malédiction ironique et sauvage. Le clou du spectacle était un gorille nommé Joe Mendy. Buddy l'habillait en paré des atours de la civilisation, un miroir grotesque de leur propre humanité perdue. Lors d'un incident tristement célèbre, une troupe de babouins s'échappa, semant la panique dans les rues d'Atlanta. Le désordre avait franchi les murs de la forteresse. Pendant que Buddy organisait des fêtes avec son gorille, le monde extérieur suffoquait. À quelques kilomètres de là, dans les quartiers ségrégés d'Atlanta, des familles noires vivaient entassées, luttant pour un accès à l'eau potable, tandis que les piscines de Briarcliff étaient remplies et vidées au gré des caprices de son propriétaire. L'eau qui aurait pu étancher la soif d'un village entier servait de décor à la solitude d'un seul homme. Le contraste n'était pas seulement moral, il était catastrophique. C'était le sang et la sueur des invisibles qui payaient pour le spectacle de cette folie. La Grande Dépression fut un prédateur patient. Pendant des années, elle a rôdé autour des grilles de Briarcliff, son souffle glacial incapable de pénétrer la forteresse d'or des Candler. Mais aucune fortune n'est infinie. L'erreur fatale de Buddy Candler ne fut pas un acte unique, mais une hémorragie lente et orgueilleuse. Tandis que l'Amérique comptait ses morts de faim, il continuait d'acheter des animaux exotiques, de remplir ses piscines, d'organiser des fêtes dont le coût aurait pu nourrir un quartier entier. Il croyait son empire intouchable, une île de fantaisie dans un océan de misère. C'était un déni suicidaire, une insulte au réel qui ne pouvait rester impunie. Le siège ne fut pas mené par des armées, mais par des comptables. Des lettres commençaient à arriver, d'abord polies, puis insistantes. Les créanciers, autrefois des alliés dociles, montraient les dents. Les rugissements des lions, qui symbolisaient jadis la puissance, sonnaient désormais comme une menace, le cri d'une dette affamée. La ville d'Atlanta, qui avait jadis célébré l'excentricité de Buddy, le voyait maintenant comme une honte, un vestige grotesque d'une époque révolue. Les murs de marbre ne protégeaient plus, ils isolaient. Briarcliff était devenu un asile avant l'heure, avec un seul patient, son propriétaire. À l'intérieur, l'atmosphère se chargeait d'une paranoïa électrique. Le personnel, payé en retard ou pas du tout, partait sur la pointe des pieds, emportant avec lui les derniers secrets de la maison. Buddy errait dans les couloirs déserts, un roi sans cour dans un royaume en faillite. Le silence entre les fêtes s'étirait, lourd et accusateur. Chaque craquement du parquet, chaque courant d'air à travers les immenses salles semblait murmurer le mot « ruine ». Le chaos que son père avait tant redouté n'était plus à l'extérieur, il était à l'intérieur, dans le cœur même de sa création.
Le moment de l'effondrement ne fut pas un cataclysme. Il n'y a eu ni cri, ni sang, ni violence. Il y eut seulement le son presque inaudible d'une plume grattant du papier. En 1948, dans un bureau sans âme, loin de la grandeur de la salle de bal, Asa Buddy Candler Jr. a signé l'acte de vente. Il n'a pas vendu une maison. Il a vendu le tombeau de son père, le terrain de jeu de sa propre folie, le symbole de la dynastie. Le coup de grâce fut porté non par une épée, mais par un contrat, une reddition bureaucratique qui transformait un impé en une seule ligne dans un grand livre de comptes. Le dernier jour fut d'une tristesse spectrale. Un par un, les camions sont venus chercher les animaux. Le Bory Joe Mendy, autrefois traité comme un prince, fut emmené comme une simple marchandise. Le silence qui s'installa après le dernier camion était une chose physique, une pression dans l'air. Buddy fit une dernière marche à travers les quais vides. Le marbre était aussi froid qu'une morgue. Les vitres Tiffany, privées de la vie qui l'illuminait, semblaient ternes, morts. Il était un étranger dans les lunes de sa propre vie. La porte d'entrée en bronze massif se referma derrière lui avec une finalité brutale. Le son du lourd penne s'engageant dans la serrure fut l'ansa funèbre de l'air Candler à Briarcliff. Dehors, sur les marches où il avait accueilli l'élite et posé avec ses bêtes sauvages, il n'était plus rien. Juste un homme qui avait hérité d'un royaume et l'avait transformé en poussière. L'Empire n'avait pas été conquis, il avait été liquidé. Le pillage fut méthodique, impersonnel et bien plus cruel qu'une invasion. En 1953, l'État de Géorgie prit possession des lieux. Les nouveaux maîtres n'étaient pas des héritiers, mais des fonctionnaires en queue gris. Ils ne voyaient pas l'histoire, ils voyaient des mètres carrés. Ils ne sentaient pas les échos du passé, ils calculaient le coût de la rénovation. Leur mission n'était pas de préserver un héritage, mais de le réaffecter. Le manoir de Briarcliff allait être purgé de son âme. La transformation fut une profanation. Les boiseries en chêne anglais furent recouvertes d'une peinture institutionnelle couleur bile. Les lustres en cristal furent remplacés par des néons blafards. Des barreaux furent installés aux fenêtres qui avaient autrefois offert une vue sur un paradis privé. La salle de bal, scène de triomphe opulent, devint une salle commune pour des esprits brisés. Chaque modification était une insulte. Chaque clou planté était un acte de dégradation. Le monument à l'ego d'un seul homme allait devenir une prison pour la souffrance de centaines d'autres. C'est là que réside la justice poétique la plus sombre. Le refuge, construit pour protéger une dynastie du chaos du monde extérieur, fut transformé en un lieu destiné à contenir le chaos intérieur de l'esprit humain. Le nom Candler fut effacé, remplacé par une plaque froide, Institut psychiatrique de Géorgie. Le luxe obscène a laissé place à la misère fonctionnelle. L'or avait été remplacé par le fer, et les rires par des murmures silencieux. La malédiction était enfin accomplie. Le palais était devenu un asile, et le silence était revenu, plus lourd et plus définitif que jamais.